Bonjour sur Cœur de Savoie. Aujourd'hui, je suis à côté de Pascal Borel. Alors, on m'a dit qu'il fallait venir vous voir et vous vous distinguez particulièrement, on ne dira pas pourquoi. Voilà. Mais en tout cas, vous paraissez bien sympathique. Et merci. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre cheminement, parce qu'apparemment, vous avez beaucoup travaillé pour la Savoie. Alors, j'essaye de travailler pour toutes les personnes qui ont véritablement une intention, un projet pour nos constitutions, pour notre cadre légal, pour rendre aux citoyens, au peuple, ce qu'ils n'auraient jamais dû se faire voler par les États démocratiques d'aujourd'hui. Donc, à savoir une souveraineté. Oui. J'entends une prise de bien sur la Savoie. C'est une évidence puisque la Savoie a déjà réécrit une constitution, elle l'a déjà avalisée par des hommes de loi, veut la déposer à Bruxelles, puisque c'est Bruxelles qui dirige les opérations et ça n'est plus Paris entre guillemets. Donc il est vrai que on est exactement sur la même ligne, sur la même voie, puisque moi-même j'ai écrit le livre 2024 qui contient une constitution où, je dirais, les 14 articles qui devraient faire partie de toutes les constitutions à vocation universelle. La centralisation, c'est la forme ultime de la dictature. Pourquoi? Parce qu'on prend aux citoyens la valeur de leur travail sous forme d'impôts, sous forme de taxes, d'inflation et autres. Et je pense que c'est les communautés locales qui doivent véritablement être en charge de nos familles, de nos structures sociales à un niveau local. Donc, c'est une évidence. Donc, ça veut dire que réécrire une constitution pour la Savoie, dont, en principe, le Valais, d'où je suis originaire, en fait partie. Alors bon, ça va pas forcément se passer comme ça, mais je pense en effet qu'on a des mentalités qui sont très similaires. La Savoie, c'est montagneux. S'établir en Savoie, c'est quand même être capable de résister à un environnement relativement hostile, y trouver la capacité de s'épanouir. Donc oui, c'est exactement ce que l'on veut. En fait, vous voulez vraiment remettre l'église au centre du village, la proximité, des gens qui servent d'autres personnes, des citoyens. Oui. Et, donc il y a un vrai échange, un vrai discours et même voir une participation du citoyen dans la vie publique, dans l'espace public. Bien sûr. En fait, l'idée, c'est vraiment de rendre au citoyen ce qui lui appartient, sa souveraineté. À savoir, il faut organiser une épargne individuelle, solidaire, obligatoire dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la retraite. Parce que dès qu'on centralise les flux financiers qui sont liés à ces trois domaines, eh bien, on ne peut pas empêcher que les gens se servent, que les politiques se servent de façon éhontée. Vous êtes en train de nous dire que tout ça nous échappe après, si ça passe dans les mains de gens. Alors j'ai cru comprendre, parce qu'on va finir là-dessus, on ne peut pas être trop long, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qu'on va interviewer. Bien sûr. Vous avez écrit un bouquin. Oui. Vous pouvez nous le présenter? Oui, alors en deux mots, le bouquin s'intitule 2024 et par analogie quelque part à 1984 qui vous décrit de George Orwell, qui vous décrit l'horreur. Et 2024 vous décrit les solutions avec une fondation économique, mais très axée sur une forme de philosophie finalement. Donc du coup, les civilisations qui ont un avenir sont celles dans lesquelles on est égaux devant la loi, égaux devant la Constitution, égaux devant la valeur de l'argent. Donc les banques centrales sont anticonstitutionnelles et l'inflation est la pire façon de voler les économies du citoyen, et égaux devant la fiscalité. En France, le coût de la collecte de l'impôt sur la fortune coûte plus cher que ce qui rapporte à l'État. Donc c'est un instrument qui sert d'épée de Damoclès pour tenir les populations, le peuple, le souverain, sous contrôle du pouvoir. Et c'est inacceptable. Non, on donne un budget à l'État en pourcentage de ce que produisent tous les acteurs économiques et il n'y a plus aucun autre impôt, plus de TVA, plus d'impôts directs, indirects. Vous payez tous vos produits à leur valeur réelle, à leur valeur de marché. Et vous laissez la compétition s'organiser entre les différents producteurs de biens et services tels que vous les consommez. On récupère la souveraineté en réalité. C'est ça, c'est une belle démonstration que vous venez de nous faire. Oui. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter parce que je crois que tout est dit en peu de temps. Merci. En tout cas, merci beaucoup Pascal. Merci à vous. Cœur de Savoie, on est très content de vous avoir rencontré. Bonne journée. Et bonne journée à vous aussi, merci. Donc je vous laisse avec Catherine, la première.
Alors d'habitude, je n'ai pas de papier, mais il y avait certaines choses que je ne voulais pas oublier. Il se peut que je m'en détache et de ne pas dépasser les 10 minutes. Alors, donc au fait, j'avais envie que la Constitution, j'avais compris que c'était mon rôle, soit écrite par vous. C'est-à-dire, vous connaissez votre pays, vous connaissez ce que vous voulez, et vous avez votre histoire, votre cœur, vos ambitions. Et je partais du principe que ça ne me regardait pas. Je n'avais pas à vous dire ce qu'il fallait écrire et faire. Mais j'avais très envie de vous encourager à le faire vous-même. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a commencé par des petits groupes qui se sont formés. Et puis, petit à petit, ces groupes se sont rassemblés. C'était un peu ce que j'avais compris et qui était mon rôle, c'était de rassembler les groupes. Et c'est là où j'ai découvert quelque chose d'absolument fantastique, c'est que c'était des personnes, des êtres humains qui se disaient « en fait, j'y connais rien, moi je ne suis pas juriste, j'ai pas fait d'études, j'y connais rien ». Et en tant qu'autodidacte, j'ai encouragé, j'ai dit « écoutez, on s'en fiche, allez-y, prenez une feuille blanche, prenez un livre, lisez des constitutions et écrivez votre constitution ». Parce que c'est peut-être pas tant la Constitution en elle-même qui est importante, mais c'est un tel travail de libération que, quoi qu'il arrive, plus jamais vous allez vous faire manipuler par qui que ce soit. Ça, j'en suis persuadée et j'ai envie de dire, je le jure sur la tête de mes enfants, donc osez le faire. Merci, alors bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Claude Dufour. Bon, j'ai rien préparé, mais c'est très bien, comme ça je vais pouvoir vous expliquer un petit peu qui on est et ce qu'on fait. Donc en fait je représente une association qui s'appelle Savoie.live. Donc on voit le site internet actuellement. Et donc cette association, je l'ai fondée il y a maintenant 1 an, après un premier travail qui a été la découverte de l'histoire de la Savoie. Et donc j'ai découvert cette histoire il y a 5-6 ans. J'ai appris qu'à ce moment-là, que la Savoie avait une histoire assez fabuleuse. Et donc je me suis passionné pour cette histoire. Et c'est ce qui m'a conduit l'année dernière à créer une association pour nous structurer un petit peu dans notre travail. Donc Savoie.live, c'est une association qui fait la promotion, la défense et la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la culture de la Savoie historique. Donc la Savoie historique, c'est 1032, sa naissance, jusqu'en 1860, puisqu'à partir de 1860, eh ben, on sera rattaché à l'État français. Et donc, ce qui m'a profondément choqué, c'est que lorsque j'étais jeune à l'école, on m'a dit qu'avant, on était italien, ce qui est une hérésie absolue, et donc c'est ce qui m'a poussé à faire ce travail d'investigation et à découvrir une histoire qui n'était plus du tout enseignée, qui est pour finir notre identité, et à redécouvrir une histoire absolument fabuleuse. Donc c'est le travail qu'on mène dans cette association. Donc ça, en fait, c'est le travail de... Alors je crois qu'elle est exposée quelque part, elle est là-bas. Ouais. C'est une frise historique. Donc si tu dézoomes, si tu te balades à droite à gauche, là, tu auras les 1000 ans d'histoire. C'est le premier document que j'ai produit qui permet en fait assez facilement, de manière pédagogique, de fractionner le temps et de rentrer dans cette histoire de Savoie et de traverser ces 1000 ans. Voilà, de Humbert au Blanchemin, 1032, j'en parlais tout à l'heure, jusqu'à toutes les évolutions, nos participations aux croisades, l'adoption de nouvel étendard, celui qui... La salle aujourd'hui, ce n'était pas notre étendard initial. On adoptera à partir du XIVe siècle, et ainsi de suite, nos participations dans les grands événements, les différentes alliances que fera la Maison de Savoie. Donc ça, c'est un deuxième support qui nous sert aussi beaucoup à transmettre l'histoire, parce que ça nous tient à cœur, et qui nous permet également de nous financer, puisqu'on vend cette frise. Je suis content, j'ai imprimé, j'attaque la série des 900. Donc on est quand même super content j'allais avoir une demande pour en livrer 19 dans le cadre d'un échange universitaire. Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci avant tout à Rencontre Amicale Savoisienne, Alain Nérou, pour cette superbe journée. Et puis merci à vous, parce qu'on est là tous ensemble pour faire vivre la Savoie, pour faire vivre le peuple. Et c'est pas rien, ce sont des moments importants. Alors, j'ai présenté Sablier MRS, et puis le sens de cette rencontre, de cette réunion entre différentes associations, différents partis, c'est quelque chose d'excellent. Et c'est pour nous une manière de nous présenter, parce que souvent on entend parler de nous par des films, par des personnes qui nous présentent, et c'est vraiment assez surprenant, rigolo parfois, mais c'est pas du tout la réalité.
Nous avons contact avec le Piémont par l'intermédiaire d'une autre association de la banlieue de Turin, Veneria Real, avec qui nous avons organisé des visites du palais royal de Veneria, justement. Nous avons des contacts, et moi, personnellement, puisque j'ai la chance de vivre sur les deux régions, avec Nice, avec une autre association niçoise qui s'appelle Racines du Pays Niçois, et qui organise un petit peu, comme ça se fait ici, des sorties culturelles, visites de la ville de Nice, visites de certains monuments de Nice, et célébration aussi au mois de septembre de l'événement de la dédition de Nice à la Savoie en 1388, auquel nous avions participé il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Donc ça aussi, c'est important pour nous de voir un petit peu, de se retrouver tous ensemble. Alors, ce sujet, si jamais vous descendez un jour à Nice, en vacances, en week-end, etc., contactez-moi et puis je vous ferai connaître des gens qui pourront vous faire des visites très intéressantes. Mais radio-télévision, c'est toujours assez compliqué parce que budgétairement, c'est assez lourd. Et puis, au niveau du nombre de personnes que nous avons, on est très limité. Aujourd'hui, on est 3 personnes. Donc, je tiens aussi à saluer Samuel qui est là aussi aujourd'hui pour aider à rediffuser ces images. Et puis, on a aussi une journaliste qui s'appelle Virginie Châtelain, qui nous appuie beaucoup, qui m'a beaucoup aidé depuis la création de ce média. Journaliste, on fait du terrain. Donc aujourd'hui, si vous, dans votre localité, vous avez besoin d'une information, de relever un sujet particulier, on se déplace. Dès que on demande une petite participation, parce qu'évidemment, on vit sur nos revenus et un média coûte cher. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de revenus. Donc peut-être qu'il sera bien de vous solliciter un petit peu. C'est vous qui voyez, mais de toute façon, ce qui nous tient à cœur, c'est tout ce qui est sujet Savoie. Alors Savoie au sens large, ça peut être de l'historique, du juridique, des choses qui sont en cours, des entreprises, des artisans locaux, des choses comme ça. Mais on relève des sujets qui sont liés au juridique aujourd'hui, sur des sujets qui font que la Savoie, même si c'est une vérité cachée que officiellement les médias mainstream ne relèvent pas pour une cause, une raison qu'on connaît très bien, notre rôle, c'est de vous informer. On a un vrai travail pédagogique là-dessus. Alors, on n'a pas de prétention, parce qu'on est petit, on démarre, on a une année, en gros, une année et demie, mais ça nous tient vraiment à cœur, parce qu'on voit qu'il y a une vraie carence, souvent des Savoisiens eux-mêmes qui connaissent mal leur histoire, donc je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que quelquefois, vous allez en Italie ou dans le Piémont, ou même en Autriche, vous parlez de la Savoie, et on nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là-bas ? Qu'est-ce que vous attendez ? C'est un peu le résultat, la raison pour laquelle on s'est dit en 2024, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, parce qu'il y avait vraiment besoin de mettre en lumière toutes ces vérités cachées. Donc voilà, alors on voit déjà sur le terrain, les gens nous rencontrent et disent « Ah mais je vous ai vu, je vous ai déjà vu, je ne sais plus où », voilà, c'est pour dire qu'en fait les images sont porteuses, elles sont souvent plus faciles à assimiler que les paroles, et elles restent, et donc je vous invite à nous suivre, et puis surtout, si vous avez des affaires que vous voulez relever, vous pouvez nous contacter, je vous donnerai des informations tout à l'heure, pour qu'on ne peut pas vivre sans vous, de toute façon. Un média, c'est d'abord votre parole, on est le porte-parole de ce que vous voulez mettre en lumière, on est là en toute neutralité, parce on est des journalistes, alors sans aucune prétention, mais je pense qu'au-delà de la charte de Munich, on fait un travail d'information. Alors ça ne plaît pas forcément à tout le monde, sur notre chemin on ne rencontre pas que des gens qui nous ouvrent leurs portes, mais c'est pas grave, les choses mûrissent, et je pense qu'à l'avenir, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se créer ici, dans ce pays, et je demande simplement à ce qu'on soit soutenu, tout simplement. Donc tout à l'heure on va faire un petit travail d'interview, parce qu'il y a, je pense, beaucoup de gens qui n'ont pas encore été mis devant notre micro, et je vous invite donc à regarder nos vidéos. Donc nos vidéos, si tu peux avancer un petit peu. Donc ça c'est CDS, donc Cœur de Savoie Web TV. Donc on est essentiellement sur le web. Donc ce média vient été créé en 2024. C'est vraiment là qu'on a commencé à discuter et se dire qu'il fallait faire quelque chose. En 2025, c'est arrivé une collaboratrice supplémentaire que je salue, c'est Virginie Châtelain, comme journaliste qui fait un travail énorme. Parce qu'au-delà des reportages et des sujets qu'on relève, il y a un vrai travail de montage vidéo, mais aussi, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, donc c'est beaucoup d'investissement.
Donc voilà, Cœur de Savoie Web TV, un média qui n'est en fait pas une radio à proprement parler. C'était l'idée au début, mais vu, comme je vous l'ai expliqué, le manque de personnes et tout, c'est très long, une radio aussi, et puis on a des obligations qui ne sont pas simples, donc on a préféré rester concentré sur l'image. Elle est indépendante de toute orientation politique, hein. Nous on se dit libre, donc si on se dit libre, effectivement, on essaye d'attribuer la parole à tout le monde, quels que soient les courants de pensée, mais on ne participe pas à des directives politiques, où on n'est pas rattaché à un parti ou à un groupe, quel qu'il soit. Donc il y a des podcasts, des shorts, des contenus audiovisuels sur plein de thématiques du territoire savoyard. Les dimensions historiques millénaires et la toile de fond de CDS TV. C'est un choix des contenus sur les thématiques de la Savoie. Et principalement, on peut quelquefois déborder, mais en tout cas ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment la Savoie. Donc du point de vue social, culturel, historique et juridique. Donc ce média n'est pas subventionné et fonctionne actuellement avec 2 bénévoles, et j'en rajoute un, c'est Samuel, comme je le disais tout à l'heure, qui temporairement nous aide. Donc il a une licence aussi de presse. C'est pas toujours facile, mais c'est en tout cas l'idée de base. Donc on n'a pas de similitude ou de ressemblance avec des créneaux médiatiques comme France Bleu, Pays de Savoie. Hein. Donc on n'est pas une radio avec une autorisation de l'ARCOM, web média indépendant, hors des carcans journalistiques nommés. Donc 2 chaînes de diffusion, comme je vous le disais, donc c'est en 2025 sur une plateforme Grand Bunker, parce que Grand Bunker, alors même si c'est moins largement regardé, on a des contenus qui restent au-delà de la censure quand même beaucoup plus faciles à diffuser, parce que YouTube, évidemment, là encore récemment, on a des vidéos qui ont sauté, on ne sait même pas pourquoi, mais on sait bien que, voilà, on sait qu'on dérange en fait, évidemment. Donc actuellement 2 canaux, comme je vous le disais, ils sont marqués là, et je vous donnerai des prospectus. Vous avez donc sur ces canaux déjà des contenus, comme le château d'Avully par exemple, un très bel endroit où nous avons fait un reportage avec des interviews et M. Guillon. Vous avez là des vidéos avec Astrid Struckenberger et puis d'autres participations de gens qui nous parlent de la Savoie. Qu'est-ce que c'est que la Savoie? C'est la vraie question aujourd'hui. Donc voilà, vous avez tous ces contenus. Bonjour mesdames, messieurs, je suis Alain Dupuis, je suis le représentant de la Ligue savoisienne aujourd'hui. Je remercie Rencontre Savoisienne de nous inviter, bien sûr. Alors la Ligue savoisienne, tout le monde la connaît, c'est un mouvement qui a été créé par Jean de Pingon au milieu des années 90. Jean de Pingon, il est issu d'une vieille famille savoisienne, donc c'est une famille qui a un long vécu sur l'histoire de la Savoie. Alors dans les années 90, le mouvement est monté à 5000 adhérents à jour de cotisation, puis 10 000 sympathisants. Bon, la Ligue a eu ses heures de gloire, après on est rentré en sommeil. Maintenant, on relance le mouvement, parce que le moment est venu de mettre la pression sur les autorités internationales pour faire reconnaître le réenregistrement du traité après la Seconde Guerre mondiale. Alors Jean de Pingon a constitué un dossier très solide juridiquement sur les faiblesses actuelles du traité de 1860 qui n'a pas été réenregistré après la Seconde Guerre mondiale. Donc l'idée maintenant c'est de reconstituer la quantité d'adhérents qu'on avait dans les années 90 et puis de mettre la pression sur les autorités internationales pour que le statut de la Savoie soit enfin reconnu et que nous allions vers une consultation populaire comme c'est prévu dans la charte de l'ONU. Mon nom est Pascal Borel et je viens du Valais, en Suisse. Mais je vous rassure, bien que j'ai beaucoup d'affection pour mes amis suisses allemands, mon cœur résonne au son de la francophonie une fois pour toutes. Donc je me considère véritablement, non peut-être pas comme français, mais en tout cas en faisant partie de la même culture que vous. Donc je me suis défait d'absolument tout. Et je suis revenu aux fondamentaux, donc je n'ai plus aucun immobilier, mes véhicules ne sont pas à mon nom, mon computer non plus, mon téléphone non plus, pour véritablement de me donner la liberté intellectuelle d'écrire 2024. Pourquoi 2024? Parce que George Orwell a écrit 1984 qui vous décrit l'horreur finalement dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui d'un point de vue constitutionnel et légal, d'un point de vue de la surveillance. Et je vous écris 2024 qui est là où les solutions. Et je pense que les assemblées constituantes sont absolument clés.
Ce que nous avons fait à travers la réécriture d'une forme de constitution, on s'est attaché aux valeurs et notre objectif c'est de donner une trame. Parce qu'on ne peut pas arriver finalement en demandant à des gens de travailler comme ça sur la Constitution. Oui, on peut le faire, mais s'il n'y a pas une logique quelque part économique, une logique qui nous unisse dans un système, on a peu de chances d'y arriver. Or, la logique qui va nous unir dans un système, c'est celle dans laquelle on stoppe la centralisation de la valeur de notre travail dans les mains d'un tout petit nombre, les gouvernements. Aujourd'hui, à travers toutes les taxes, à travers l'inflation, à travers la dette, à travers les impôts directs, indirects, les États nous volent la valeur de notre travail de façon systématique. Et on doit revenir à une situation où on définit le budget de l'État. Définir le budget de l'État, c'est dire, voilà, l'État a droit pour performer sa mission entre 14 et 17% de la valeur générée par tous les acteurs économiques. Et si on fait ça, eh bien, non seulement le citoyen récupère son pouvoir d'achat, on élimine absolument toutes les taxes et le coût de la collecte des taxes. Je vous rappelle qu'en France, pour prendre un exemple bien précis, la collecte, par exemple, de l'impôt sur la fortune coûte plus cher que ce qu'il ne rapporte à l'État. Et ça tend à prouver que l'utilisation de la taxe est véritablement designée pour être une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les citoyens, plutôt que d'être un outil véritablement de rendement pour l'État. Et on doit redéfinir absolument le rôle de l'État qui, je le rappelle, est la défense de la propriété privée, de la propriété intellectuelle. Mais ça s'arrête là. Dans le sens que l'ordre intérieur, le légal, l'armée découle implicitement de la mission première de l'État qui est la défense de la propriété privée. Et il a un budget pour ça. Et ce budget, il n'est pas extensible. Et si on fait ça, on aura trouvé la solution à 90% de nos problèmes. Vous aurez enfin de nouveau accès à la valeur des produits que vous consommez, à leur valeur réelle. Plus de TVA, plus d'impôts sur l'énergie, plus d'impôts sur les cigarettes, les alcools, le restaurant, vos habits, vos voitures. Non! On définit le budget de l'État. Comment véritablement s'extraire du système? Et moi, c'est un exercice que j'ai joué. Ça me coûte relativement cher. Je l'ai décrit dans des vidéos sur YouTube, sur BitChute, X, Rumble, etc., etc. Bonjour à tous. Déjà, merci d'être venus. Et puis, nombreux, parce qu'il faut faire le voyage. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était une journée exceptionnelle de rassemblement de plusieurs idées, plusieurs pensées. Et comme l'a dit Laurent Blondaz, on va tous dans le même sens. C'est déjà l'essentiel. Voilà. Donc on a créé un gouvernement provisoire. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc on a fait une constituante avec une assemblée plénière. On a travaillé plus de 10 000 heures de travail ensemble pour justement élaborer des outils pour pouvoir vous permettre éventuellement de vous émanciper et de pouvoir arriver à sortir de ce marasme de la République française. C'est pas toujours évident de s'exprimer en public. Hein. En général, je fais un peu plus de travail derrière les ordinateurs. Donc, mon départ, j'ai rencontré Jean-François Perronnier, qui m'a réveillé sur pas mal de choses. Donc, c'est un ancien de la Ligue savoisienne. Et grâce à lui, j'ai découvert la Savoie d'une autre manière, ce qui m'a permis aussi de me réveiller et de me rendre compte de ces différents mensonges qui ont été élaborés pendant toutes ces années. Quoi.
sur Radio Cœur de Savoie aujourd'hui, Radio-Télévision. J'ai Monsieur Calmu à mes côtés qui va nous parler un petit peu de sa vision de la Savoie. Alors la Savoie, c'est un domaine vaste, tout le monde en parle. Aujourd'hui, on est dans une dynamique qui est intéressante, qui est tout simplement de remettre tout le monde autour de la table, un peu dans l'esprit de cœur que Eugène de Savoie, le Cercle, avait fait il y a quelques temps. Moi-même, je suis membre de 4 associations, 2 mouvements politiques un petit peu différents, ancien dirigeant de la Ligue historique, nouvel adhérent de la Nouvelle Ligue, et aujourd'hui, je pense qu'en tant que médiateur aussi de 100%, de remettre tout le monde autour de la table est une bonne chose, une bonne paroisse, et je pense que si on fait arriver ces choses, on arrivera à des choses cohérentes. On va dire un petit peu comme nos amis corses, parce qu'ils étaient très divisés il y a très longtemps. Un jour, ils se sont mis tous autour de la table, ils ont pris un petit peu les pouvoirs, puis aujourd'hui, bon, ils restent avec des petites divisions, parce qu'on est tous différents, bien sûr. Mais on a un avantage, au moins si on se respecte tous, on va aller de l'avant. Et puis moi, je suis très démocrate, fédéral, et un petit peu comme nos cousins helvétiques, où je préférerais un système direct. Donc, l'idée d'Alain Nérou est assez fédératrice, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Au-delà des clivages, des clivages et des divergences d'idées sur la question de la Savoie, là, ça parle d'abord avec le cœur. Et je pense que tout le monde a un mot à dire. Alors, ce qui est toujours un peu étonnant, c'est quand on parle de la Savoie à l'étranger, ou en Autriche, ou en Italie, ou dans le Piémont, on nous dit qu'est-ce qui se passe en Savoie, vous attendez quoi? C'est un peu étonnant, parce que paradoxalement, l'idée de la Savoie, c'est même souvent les Savoisiens qui ont moins le regard. On a effectivement ce problème en Savoie, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font en Savoie, énormément, à tous les niveaux. Simplement, c'est très, très disparate, très dilué, parce que on a un territoire assez grand quand même. Et puis, tout le monde n'est pas toujours au courant entre la Maurienne et le Chablais, on peut dire. Et puis, chacun pour peut-être des raisons différentes. On a aussi nos guerres, les égos. Il y a tout un tas de paramètres qui font que c'est différent. Mais il est certain que de toute façon, il y a une dynamique qui est de plus en plus prononcée depuis quelques années, on va dire quelques mois, où tout redémarre. Et chacun avec des arguments très convaincant, très costaud, si je puis dire. Voilà. Est-ce qu'il y aurait peut-être une raison au fait que cet intérêt porté sur la Savoie, ça ne serait pas dû aussi au fait qu'en France et tout ce qui se passe... Ça y contribue, bien sûr, le marasme français, le problème français, effectivement, il contribue largement, bien sûr, tout à fait. Moi, je dis, de toute façon, tout ce qu'on fait tous, de toute façon, c'est même pas pour nous d'ailleurs, puisque je pense que c'est plus pour nos enfants. Et ça, on oublie beaucoup dans beaucoup de mouvements de parler de nos enfants, parce que je pense que tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Ok, voilà. Merci beaucoup, monsieur Kelly. C'est moi qui vous remercie. Pour la Savoie. Merci. Bonne journée à vous, merci. Alors, sur Cœur de Savoie aujourd'hui, j'ai 2 invités très intéressants. On va parler aujourd'hui de Sabodia MRS, mouvement Région Savoie. Donc aujourd'hui, vous êtes venu ici à cette réunion. C'est assez exceptionnel ce qu'a organisé Alain aujourd'hui, c'est de rassembler un petit peu tous les courants de pensée ici en Savoie. Oui, c'est vrai que c'est exceptionnel de réussir à le faire parce que c'est ce à quoi aspirent beaucoup de mouvements, chez Sabodia MRS notamment. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de fédérer comme ça. Donc bravo à eux. Moi, je suis vraiment heureuse de voir qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne apparemment. En tout cas, il y a plein de groupes avec lesquels on n'avait pas eu l'occasion de discuter. Alors, Laurent, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu la position par rapport à la situation de cette Savoie. Alors, tu nous avais parlé tout à l'heure, parce qu'on sait que la Savoie, Sabodia, c'est le pays des sapins. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu où se situe votre mouvement aujourd'hui. Aujourd'hui, comme toujours, depuis le début, nous défendons l'idée de l'autonomie en Savoie, donc depuis le début, depuis 1972. Alors évidemment, Sabodia existe depuis 400 après Jésus-Christ, mais nous, notre mouvement, il est un peu plus récent. Il s'appelait Mouvement Région Savoie au début. On allait un peu plus loin parce qu'en fait, l'idée de Région Savoie, c'est important pour nous. Ça reste un objectif, mais c'est pas le seul. Et l'idée de départ, c'était vraiment l'idée d'autonomie et tout ce qui va dans le sens de l'autonomie, d'institutions autonomes pour la Savoie, eh bien, nous voulons le développer. Et alors aujourd'hui, dans ce bazar complet de l'État français, eh bien, je pense que nos idées remontent de plus en plus. En fait, il se passe 2 choses, c'est qu'il faut avoir nos revendications ici en Savoie, et en même temps, on sait toujours que les empires s'effondrent aussi de l'intérieur. Donc aussi, il faut pousser là-haut, pour savoir que cette 5e République qui est infernale,
complètement centraliste, qui est une vraie petite mafia politique, eh bien il faut la faire évoluer. Et donc nous on va d'un côté et de l'autre, on est ici, hein, on a les pieds sur terre, on est pragmatique et en même temps on a des liens avec les autres partis autonomistes de l'Hexagone, en Corse, en Bretagne, en Alsace, hein, pour dire on veut autre chose. Alors peut-être un système fédéral en France, c'est une révolution, hein, parce que en fait, révolution, j'aime pas le dire en France parce que la révolution française ça n'a pas été terrible. Voilà, mais en tout cas c'est passer vraiment à autre chose, le respect des peuples de l'Hexagone. Ça serait déjà un pas en avant qui serait énorme. Alors certains vous diraient, une vision Savoie c'est un peu réducteur, ça ne se limite pas au reblochon à l'atome de Savoie. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire à cela ? Si, c'est bon le reblochon. Je veux dire simplement que la Savoie, c'est pas la seule ressource économique, hein. On a l'eau, on a beaucoup de choses, des barrages. Enfin, je veux dire, en fait, on a une autonomie réelle, sauf que celle-ci, elle nous a été dupée. Aujourd'hui, on n'en a plus la maîtrise. Je plaisantais, bien sûr. Hein. La Savoie, bien sûr que c'est bien plus que cela. La Savoie, c'est avant tout une histoire qui est incroyable, qui n'est pas en France, hein, qui commence avec le Saint-Empire romain germanique, qui est de part et d'autre des Alpes. Cette histoire, on nous l'a volée, on a tenté de la faire disparaître. Et notre culture aussi, cette culture alpine, lacustre, c'est pareil, on a tenté de la faire disparaître, de la fondre dans une France unique. C'est pas du tout ça, en fait. Et en fait, on a le droit de dire que tout ça existe. Et derrière tout cela, c'est notre identité, c'est notre peuple. Et comme je disais tout à l'heure, si on oublie qu'on est un peuple, on oublie qu'on a le droit aussi à la démocratie, à notre démocratie. Le MRS, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'adhérents ? Alors on a une centaine d'adhérents à peu près, mais on a aussi une longue liste de sympathisants, d'anciens adhérents, puisqu'on existe depuis très très longtemps. Ce qui est important aussi de dire pour Sabodia, c'est que nous, c'est vraiment le cœur. C'est le cœur qui parle chez nous. Et ce qu'on veut, c'est le bien-être du peuple. C'est ce que semble avoir oublié le gouvernement français. C'est que les représentants sont là au service du peuple et qui sont là justement pour que le peuple puisse bien vivre, ce qui est tout à fait possible. Alors nous, on le réduit aussi à notre région parce qu'on la connaît bien. Mais l'objectif chez nous n'est pas du tout ni démago, il n'y a pas de guerre d'ego ni quoi que ce soit. C'est vraiment mettre des idées au service des habitants de la Savoie. Donc Alain Dupuis, j'étais déjà un des fondateurs de la première Ligue savoisienne. Oui. J'ai été chancelier du Genevois, chancelier de Savoie, j'étais au conseil consultatif. Expliquez-nous un petit peu le rôle de chancelier, c'est intéressant. Alors du temps de la première Ligue savoisienne, si vous voulez, le but de la première Ligue savoisienne, c'était l'indépendance de la Savoie. Donc on avait constitué un gouvernement provisoire. Voilà, on avait à l'époque fait une constitution. Puis nous, on a été le premier mouvement, on va dire d'importance, qui a fait renaître l'idée de la souveraineté de la Savoie. Mais dans les années 90, ce qu'on ne savait pas, c'est tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la caducité du traité. C'est-à-dire que le traité d'annexion de 1860, après la Seconde Guerre mondiale, a été suspendu et n'a jamais été réenregistré. Donc abrogé en réalité. Pour l'instant, il est en mode suspendu. Donc la Savoie, qui avait un statut à l'ONU de pays annexé jusqu'en 1947, a maintenant un statut de pays occupé. C'est-à-dire que la Savoie, à l'ONU, aujourd'hui, elle est connue comme un pays occupé. Donc la nouvelle Ligue savoisienne, que nous avons relancée cet été, a pour but de reconstituer son potentiel d'adhérents des années 90. On était plus de 5000 à jour de cotisation, on avait 10 000 sympathisants. Et puis maintenant, c'est l'idée du nombre pour qu'on puisse peser sur les instances internationales et l'ONU en particulier, pour que le cas de la Savoie soit traité et puis que... Reconnu, quoi. Reconnu, et puis surtout que l'ONU exécute ce qui est prévu dans sa charte, c'est-à-dire une consultation populaire. C'est-à-dire que pour réenregistrer le traité d'annexion, dont les parties prenantes sont la France, la Suisse et l'Italie, il faut que l'ONU réorganise un scrutin en Savoie. Alors justement, par rapport à cette consultation populaire, si on considère que la Savoie, c'est en gros 1,2 million, 1,3 million habitants, les gens issus de ce territoire seront pour à peu près un quart, on va être large, mais vous verriez comment cette consultation? Est-ce que vous ne pensez pas que les gens qui sont venus ici ou qui ont été adoptés ici dans cette région vont voter pour une Savoie autonome et indépendante? Ça dépend parce que dans la charte de l'ONU, il y a aussi un statut de qui peut participer au scrutin.
Mais c'est pas du tout dit que les nouveaux arrivants, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, soient hostiles pourquoi pas à l'indépendance de la Savoie. Mais la consultation de l'ONU consisterait justement à revenir à la situation du 24 mars 1860, c'est-à-dire à demander au peuple s'ils veulent être rattachés à la France, à l'Italie, ou rester comme ils étaient en 1860, c'est-à-dire un pays indépendant. D'accord. Okay. Bon, c'est une réunion comme aujourd'hui, où Alain Nérou essaye de fédérer un petit peu tous ces mouvements. Vous la voyez de quelle manière? Plutôt de bonne augure ou bien? Mais oui, c'est une excellente initiative. C'est une excellente initiative. Disons que ça va dans le bon sens. Et bon, la Ligue savoisienne, elle a eu le mérite dans les années 90 de relancer l'idée souverainiste savoisienne. Tous les mouvements qui sont nés après elle sont les bienvenus pour participer à cette aventure, bien entendu. Est-ce que vous verriez, par exemple, par la suite, dans cette idée de rassembler tous ces mouvements, de voir un seul mouvement unique d'accord et dans son entièreté pour défendre cette souveraineté de Savoie? Si vous voulez, la Ligue savoisienne, elle a un dossier bien ficelé et très complet sur le statut à l'ONU de la Savoie à travers son traité d'annexion. Donc, nous, on ne veut pas se réclamer d'une légitimité particulière, mais disons qu'on connaît bien le sujet. Donc, l'idée, c'est de nous soutenir pour qu'on reconstitue la puissance qu'avait la première Ligue savoisienne dans les années 90. Quoi. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci de nous avoir accordé un petit peu de parole sur notre micro. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Et tu as eu une bonne idée, en tout cas, avec ton groupe, de rassembler tous ces courants de pensée de Savoie. Dieu sait s'ils sont nombreux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort de cette réunion pour toi? Eh bien, j'ai l'impression qu'en fait, beaucoup ont mis de l'eau dans leur vin et ont fait la démarche vraiment sympathique de venir quand même à notre réunion, alors que ils ne s'entendent pas forcément les uns avec les autres parce qu'ils se connaissent mal, ils ont des a priori, etc. Et moi qui est en contact avec chacun de leurs membres, eh bien, je m'aperçois qu'en fait, ils ont beaucoup de points communs et que c'est vraiment dommage de se disperser, de se diviser en permanence, alors qu'on est là pour mettre en place une future société humaine, bienveillante, etc. Et donc, il faut commencer par montrer l'exemple, d'une part, et puis s'associer parce que l'union fait la force et si on veut un jour libérer réellement la Savoie, eh bien on ne sera pas trop nombreux. D'ailleurs je te le confirme parce qu'au vu des quelques interviews qu'on a eues, le retour est plutôt positif, les gens sont contents, quoi. Alors c'est vrai, il y avait peut-être beaucoup d'idées reçues sur cette question et de rassembler les différentes forces, mais toi comment tu vois la question de cette Savoie? Est-ce que tu vois par exemple à l'avenir tous ces groupes fusés en un seul et suivent un seul chemin? Comment tu vois la chose? Non, je pense pas. Et c'est pas forcément nécessaire. Mais par contre, chaque groupe travaille dans son coin à élaborer des stratégies. Il y a un groupe qui n'était pas venu aujourd'hui, que je ne citerai pas, qui reste discret et qui a énormément avancé au niveau juridique. Et je pense que le premier qui va aboutir à notre libération juridique de la Savoie, eh bien les autres se mettront derrière pour amener tout leur savoir et leur capacité jusqu'alors travailler en amont. Mais je ne pense pas que forcément on va les lier avant la libération de la Savoie. Mais ensuite, oui, ils se seront connus lors de mouvements, de moments privilégiés comme aujourd'hui par exemple, et je pense que ça pourra faire le joint. Ok, d'accord. Donc en fait, cette réunion d'aujourd'hui, c'est plutôt un retour positif sur son ensemble? Oui, pour moi, c'est un objectif depuis très longtemps. Faisant partie d'un groupuscule qui n'était pas du tout dans cette liaison ou uniquement par le discours, eh bien, il a fallu que je m'en détache pour qu'à partir de février, je puisse mettre en place justement cette union des forces en présence. Et aujourd'hui, je pense que c'est un des premiers aboutissements de cet objectif que je m'étais donné et j'en suis vraiment très heureux. D'accord, donc tu as refondé les fondations en fait sur ce que tu as vécu avant, et là on repart sur quelque chose de tout à fait nouveau, mais plutôt porteur d'espoir.
Tout à fait. Encore une fois, chacun a son rôle à tenir. Je ne veux pas libérer la Savoie parce que je n'ai pas les capacités pour le faire, mais je veux associer tous ces groupes-là de façon à ce qu'on soit une force vive, parce que dans quelques temps, lorsqu'on aura besoin d'une grande partie de la population qui signera des référendums pour la libération de la Savoie, eh bien on ne peut pas être 40, on ne peut pas être 100, il va falloir être 3000, 4000, 5000, et donc c'est ça qui est envisagé. Justement, une dernière question, parce qu'il ne fait pas très chaud, sur la question de... on dit que la Savoie, c'est approximativement entre 1,2 million et 1,3 million d'habitants. S'il y a des gens issus de ce territoire, pour à peu près un quart, on n'est pas dans les chiffres exacts, mais comment tu considérerais qu'un référendum se fasse? Est-ce que tu penses que les gens qui sont venus s'installer dans cette région adhéraient à une idée de Savoie autonome ou souveraine? Alors tout à fait, on avait élaboré déjà au travers de notre constitution qu'on avait déposée un principe, c'est-à-dire que les gens soient natifs du territoire ou pas, c'est pas important. Par contre, il faut qu'ils aient un certain nombre d'années, ça sera peut-être 5 ans, ça sera peut-être 10 ans, ça sera à nouveau le citoyen qui gérera ça, de présence en fait sur le territoire, de façon à ce qu'en fait ces gens-là aient vraiment une motivation, c'est-à-dire qu'ils ont participé à l'économie, à la société savoisienne et du coup sont investis dans la suite des événements. Et donc ces gens-là, eh bien, d'office, ceux qui auront plus de 5 ans ou 10 ans de présence sur le territoire seront d'office des Savoisiens titrés. Et les autres, eh bien, ils patienteront. S'il y a une personne qui est là depuis 3 ans, eh bien, si c'est 5 ans, eh bien, elle attendra 2 ans et ensuite, à partir de là, elle pourra être admise à des référendums. D'accord. Voilà. Alors tu nous parles de constitution, c'est la dernière question. Comment on fait aujourd'hui si on veut se procurer ce texte écrit de la Constitution? Alors le texte écrit, il est en vente systématiquement lors de nos rencontres, mais on a une page dédiée à ça sur notre site RAS, Rencontre Amicale Savoisienne, et vous pouvez le commander en ligne. Il y a des frais de port qui sont assujettis à la quantité, et puis voilà. Puis si vous voulez plutôt participer à nos rencontres, eh bien c'est avec plaisir qu'on vous les vendra sur place. D'accord. Le message est envoyé. En tout cas, merci Alain. Merci très intéressant pour cette réussite de réunion. Bravo. Merci à vous. Bonjour. Alors sur Cœur de Savoie aujourd'hui, j'ai Catherine de Limbourg-Styrum. Alors on s'est déjà rencontrés dans le cadre de la Constitution, mais aujourd'hui, à l'initiative d'Alain Nérou, il y a une réunion organisée avec un petit peu tous les groupes de Savoie, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Alors cette réunion, c'est super parce que ça permet de fédérer un petit peu les esprits sous l'idée Savoie. Qu'est-ce que toi, tu en penses aujourd'hui ? Alors, oui, écoute, ça c'est vraiment dans mon état d'esprit, c'est de fédérer, c'est de réunir et de confronter, comme je l'ai dit, mais pas confronter dans le conflit négatif, je veux être gagnant sur l'autre, confronter dans j'ai une idée à laquelle tu n'as peut-être pas pensé, ou j'ai fait telle démarche et déjà telles expériences qui peuvent enrichir l'un et l'autre. Donc oui, bien sûr, et surtout Alain a une lumière intérieure qui permet ça, qui permet de fédérer. Et je pense que c'est la base même de l'humain, c'est de vivre en confédération, ensemble, de se soutenir. Nous sommes une espèce dite grégaire qui vit en groupe, donc il est plus que temps de réapprendre à vivre tous ensemble avec nos points de vue différents. Et je pense que ce qui est en train de se faire ici en Savoie, c'est beau, c'est bien. Toi, tu prônerais pour une harmonie entre tous ces groupes, en fait, en mettant en avant une histoire de cœur, parce qu'en fait, la Savoie, c'est ça, hein, c'est une histoire de cœur. Moi, je voudrais te poser une question aussi par rapport, parce que tu as beaucoup travaillé dans le cadre du groupe des constituants. J'aimerais savoir aujourd'hui, en 2025, quelles sont les avancées par rapport à tout ce travail qui a été fait depuis près de 2 ans, hein. Alors, depuis, je pense, janvier-février, je ne sais plus, là où se trouve le travail de la Constitution, c'est que la Constitution, enfin une Constitution, on ne va pas l'appeler la Constitution, parce qu'elle n'est pas encore la Constitution de la Savoie. C'est un groupe de personnes, d'abord deux groupes distincts qui se sont réunis,
qui ont remis en commun leur travail, qui ont retravaillé la chose, et ça aboutit à cette prémisse, mais très aboutie quand même. J'ai envie de dire, cette planche constitutionnelle, Oui. elle va être présentée au peuple. Est-ce qu'il va y avoir une votation, quelque chose de genre? Comment ça va se passer? Alors, pour l'instant, elle est protégée chez un notaire pour qu'on ne puisse pas manipuler par des personnes encore malveillantes qui pourraient dire ben, vous avez pensé ceci, cela, alors que non. Le but, c'est l'idée, le souhait, c'est que les gens s'approprient déjà ce travail, ou pourquoi pas, c'est dit génial, nous aussi on va essayer d'écrire, parce que plus il y a d'idées, plus ça touchera tous les besoins de chaque être humain rassemblé sur ce terrain géographique qu'on appelle la Savoie. Et l'idée, c'est qu'une fois que ce sera fait, on espère, enfin je dis on, mais c'est tout le monde qui décide, ça pourrait prendre 2 à 3 ans, peut-être un peu plus, où on retravaille cette constitution pour que le moment venu, parce qu'il faut aussi que politiquement ce soit possible, on puisse la soumettre par référendum à toutes les personnes qui habitent la Savoie et qui veulent y habiter. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette constitution, par exemple, sur la protection de l'enfance, des personnes âgées, de l'école, des hôpitaux? Alors, il n'y a pas d'article précis là-dessus, mais il y a des articles qui tiennent compte des besoins fondamentaux de tout être humain, c'est qu'il soit enfant, qu'il soit adulte, qu'il soit personnes âgées. Ce que tu soulèves là touche le politique. Alors, dans cette constitution, ils ont divisé les pouvoirs. Et les pouvoirs les plus importants concernent les communes et les régions. Donc, chaque commune et chaque région aura la possibilité, par référendum de nouveau, de mettre au point des protections ou des lois ou des institutions qui vont protéger l'un et l'autre. Il n'y a pas un groupe spécifique qui est visé. Les minorités font partie de la majorité, donc on n'a pas besoin de s'occuper des minorités, puisque dans la majorité, tout le monde a droit aux droits fondamentaux, qu'ils soient handicapés, pas handicapés, qu'ils soient homosexuels, pas homosexuels, etc. On ne tient pas compte de ça parce que... Pas de discrimination. Voilà, déjà, utiliser le mot minorité est un mot discriminatoire. Parce que, en fait, c'est une déviance de notre état d'esprit d'humain. Ça identifie une particularité chez certains membres du groupe, quoi. Ben, c'est-à-dire que ça identifie rien du tout, ça pointe du doigt quelque chose qui ne devrait même pas être pointé du doigt. C'est OK, dans les peuplades anciennes, il y avait des enfants handicapés, il y avait des homosexuels, et ils n'étaient pas considérés comme une minorité, ils faisaient partie de la majorité, et ils faisaient partie de toutes les décisions aussi, et surtout parce qu'ils avaient quelque chose à apporter, quel qu'il soit. Voilà. Okay. Oui. Catherine, j'ai envie de poser une question alors un peu plus personnelle, c'est par exemple demain, comment toi tu vois la Savoie existentielle, la société, comment demain tu te balades dans une ville de Savoie, comment tu vois les gens, la société, les infrastructures, comment toi, à titre personnel, tu vois tout ça? Alors, à titre personnel, que ce soit en Savoie ou partout dans le monde, j'aimerais bien. D'abord, cette fraternité entre humains, pas cette compétition. Par exemple, dans les écoles, j'aimerais bien qu'on supprime, enfin c'est un souhait très personnel, mais je pense qu'il a été abordé dans les textes qui concernent l'enseignement. On n'enseigne plus, on n'éduque plus par compétition déjà. Donc ça va se transpirer dans une société qui n'est plus en compétitivité l'un avec l'autre. Par contre, l'émulation, c'est autre chose. C'est le bonheur, c'est dire waouh, j'aime bien ce qu'il fait, il m'inspire, j'ai envie de faire comme lui, et que l'émulation ne bascule pas en compétition. C'est pas oui, moi je suis le premier à avoir pensé, c'est waouh, je suis content que tu penses et que tu aimes mon idée, et voilà, ça j'aime. Évidemment, respect complet de la nature, des animaux, dans le maximum du vivant, respect du vivant dans tout ce qu'on peut. Alors, quand tu vois que souvent on parle d'écologie, oui. Est-ce que tu ne vois pas un avenir, par exemple, de la société, de l'éducation des enfants, le fait de l'élever dans le vivant, dans les milieux naturels, en fait, on en fabrique des écologies, ils n'ont pas besoin de le devenir par la suite. Bon, c'est-à-dire en fait, il faut continuer, exactement, tu viens de le dire, ils le sont déjà par naissance. En fait, l'éducation générale d'une société devrait entretenir ça. Mais je pense que de toute façon, ça va se faire très naturellement parce qu'on ne peut pas continuer comme c'est fait maintenant. Alors soit on va
saboter notre terre hospitalière complètement parce qu'on va y aller trop loin, soit il y aura une telle urgence que on va revenir à ça. D'ailleurs, c'est ce qui se fait déjà. J'entends plein de petites écoles, mais partout, pas que en Savoie, en Belgique, en France, qui disent, nous, on en a ras-le-bol de l'éducation qui est donnée à nos enfants, et qui créent des petites écoles autonomes, individuelles, où les parents s'investissent, ils vont dans la nature. Il y a déjà... Même les parents retirent leurs enfants des écoles. Absolument, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais alors, ils recréent des écoles avec leurs copains, leurs amis. Alors moi, j'ai assez confiance en ça. Quelque part, l'être humain, il a des ressources. Ok. Eh bien, écoute, Catherine, c'est toujours pour toi un discours apaisé, je trouve, et dans la sagesse. Est-ce que pense que la société a besoin aussi de sagesse? Donc, tes réponses apportent un petit peu de réflexion sur tout ça. En tout cas, Catherine, je te remercie de nous accorder un peu de temps. Et écoute, à renouveler, on va suivre un petit peu l'évolution de tout ce travail qui a été fait depuis ces années. En tout cas, merci à toi.